Merci, Madame Aymon, merci. Donc, je voulais commencer en remerciant Solidarité rurale de m'avoir invité. Mais là, quand je vois que je passe après Madame Bolduc et Monsieur Lemoine, là, je suis plus sûr d'être si content que ça, là. C'est sûr qu'on ne peut paraître qu'un peu pâle à côté de ces deux communicateurs, là, ces deux communications. Donc, j'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur, mais je vais livrer quand même mon contenu puisque j'ai tout préparé ça, là. Donc, on le disait à l'instant, là, je travaille, entre autres, dans le cadre d'une chaire de recherche sur l'organisation communautaire, chaire de recherche qui s'intéresse au développement des communautés, au développement de territoires, et parmi les composantes du développement réussi, efficace au Québec, il y a la question de la participation. Et j'aimerais ça donc, ce matin, là, dans la demi-heure qui vient, là, livrer et partager avec vous certains constats, réflexions et analyses sur la question de la participation en lien avec le développement de territoires et le développement des communautés. Premièrement, je voudrais revenir sur la politique nationale de la ruralité, parce que je pense qu'il s'agit d'une politique publique d'avant-garde au Québec, cette politique nationale de la ruralité, et ça pour 5 raisons. Premièrement, parce qu'elle est basée sur la mobilisation des collectivités locales, c'est-à-dire les acteurs principaux des communautés, donc les élus, les partenaires socio-économiques, dont les organismes communautaires, mais tous les autres partenaires socio-économiques, et les citoyens. Ça, c'est la première raison, elle est basée là-dessus. Deuxièmement, cette politique, à mon sens, ne prévoit pas les réponses qui sont bonnes pour les collectivités, prévoir les réponses à la place des collectivités pour répondre à leurs besoins, mais c'est une politique qui donne un cadre pour la prise en main du développement par les collectivités. C'est une politique, troisièmement, qui n'est pas sectorisée ou taguée par problématique, population cible. Donc, les résultats ne sont pas prédéterminés, mais elle fait de la place à l'émergence des priorités et des enjeux qu'on pourrait qualifier là, de transversaux et des enjeux qui imprègnent l'ensemble des territoires visés par la politique et les pactes ruraux. Quatrièmement, cette politique est basée sur un accompagnement des processus de développement, accompagnement professionnel qui est organisé autour des agents de développement de la ruralité, organisé, entre autres, là, avec une communauté de pratique, de la formation, du suivi, donc un accompagnement professionnel efficace. Et cinquième raison, qui fait de la PNR une politique d'avant-garde au Québec, c'est qu'elle est accompagnée d'investissements en termes de ressources publiques significatives. C'est jamais à la hauteur de toutes les attentes, là, puis il n'y a pas de politique parfaite, mais à mon sens, on est devant quelque chose d'extrêmement intéressant au Québec, cette politique nationale de la ruralité qui devrait inspirer davantage les autres politiques publiques, parce que ce qu'on vit au Québec un peu partout maintenant, c'est une situation où, oui, les politiques publiques et des programmes privés de certaines fondations, entre autres, font appel toutes à la mobilisation des collectivités, font tout appel à la concertation des acteurs locaux, mais d'une manière sectorisée ou fragmentée, c'est-à-dire en fonction de problématiques déterminées, de résultats qui sont déjà identifiés, de populations de plus en plus pointues et ciblées. Donc, il y a une multiplication de politiques publiques et de programmes privés qui toutes appellent à la mobilisation, à la participation, à la concertation, qui atterrissent sur vos terrains, dans vos collectivités, et qui créent un problème qu'on peut appeler d'hyperconcertation ou d'embouteillage de ces processus-là, parce qu'ils ne prennent pas comme, je dirais, comme
comme fondement de l'action collective le territoire. Ce qu'ils prennent comme fondement de l'action collective, c'est la mission sectorielle, la problématique, la population cible du promoteur de la politique publique ou du programme privé en question. Et là, c'est aux acteurs locaux à se débrouiller, pour ne pas dire d'autres mots, là, avec cette avalanche, finalement, de processus qui ne sont pas coordonnés entre eux à partir, je dirais, du gouvernement central ou même au niveau régional, qui ne sont pas coordonnés et intégrés pour faire en sorte que ça vienne vraiment supporter du développement de milieux et du développement des collectivités. Il faut travailler localement à inverser, malheureusement, cette tendance, et on y réussit dans certains endroits au Québec, mais la politique nationale de la ruralité m'apparaît, elle, construite dans une dynamique différente, et c'est pour ça qu'elle est si inspirante et qu'on devrait retrouver ce modèle-là dans ce qu'on va développer comme politique de décentralisation au Québec. On devait l'avoir avant les élections, on ne l'a pas eu. Puis dans le développement et l'occupation des territoires, c'est le modèle, à mon avis, de la ruralité qui devrait être le plus inspirant malgré ses limites. Pourquoi on a un tel résultat avec la politique nationale de la ruralité et pas dans d'autres politiques publiques? Il y a plusieurs raisons pour ça. Je vais en nommer quelques-unes. Je pense que, au-delà de la délinquance là, de certains d'entre vous là, qui ont réussi à faire avancer ce genre de préoccupation-là, il y a eu la présence stratégique au Mamro de fonctionnaires, de professionnels et présence stratégique dans les pratiques de développement de la ruralité depuis des années au Québec, de gestionnaires et d'élus locaux qui ont réussi à influencer positivement la construction de cette politique nationale de la ruralité. Il y a aussi, évidemment, la demande sociale en provenance des milieux pour une ruralité nouvelle. Donc, une demande qui est articulée et appuyée sur des pratiques innovantes, sur des réussites qui ont fait leur preuve au Québec. Il y a d'autres raisons aussi qui peuvent expliquer qu'on a une politique nationale de la ruralité différente de d'autres politiques, mais il y en a une dernière que je vais souligner. C'est, comme élément déterminant, c'est la présence de solidarité rurale dans l'élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale de la ruralité. Solidarité rurale comme mouvement social au Québec, non seulement comme organisation sans but lucratif ou de la société civile, mais comme mouvement social. En fait, ce qui était déterminant, c'était la capacité de solidarité rurale du Québec d'influencer le contenu de la politique nationale de la ruralité, son contenu là, au niveau de la conception de c'est quoi la ruralité, de sa définition, la définition du changement visé et souhaité au niveau de la ruralité, mais aussi sa capacité d'influencer les modalités stratégiques et opérationnelles du déploiement de cette politique en question, dont contribuer à identifier des outils et des leviers pour permettre que l'action soit plus efficace. Parmi ces leviers-là, il y a les agents de développement de la ruralité comme professionnels accompagnateurs des processus de développement et de participation. Puis également la capacité de solidarité rurale du Québec de participer à l'évaluation de la politique nationale de la ruralité. Et ça, c'est extrêmement important lorsqu'on veut influencer le devenir d'une politique publique. Donc, à mon sens, la PNR, Politique nationale de la ruralité, c'est pas une politique principalement top-down, c'est-à-dire qui serait venue d'une manière imposée, décrétée, du central, donc de Québec, vers les municipalités. Ce n'est pas mon analyse. Ce n'est pas une politique où c'est le gouvernement qui décide ce qui est bon pour la ruralité, puis l'impose aux acteurs qui ont à faire le changement. C'est plutôt un exemple de politique en bonne partie co-construite. Puis là, on peut faire dire n'importe quoi à ce mot-là, co-construction, là, hein, au Québec. Mais moi, ici, là, je veux dire co-construction, être capable
de jouer un rôle dans la définition des règles du jeu d'une politique publique, comme partie prenante à cette politique publique. Et c'est ça qui est en jeu ici. Donc, capable d'influencer la conceptualisation de la politique, la définition des enjeux, ses objectifs et ses modalités opérationnelles. Et en plus de ça, Solidarité rurale est impliquée dans la coproduction de la politique, avec, entre autres, le mandat qui est donné au niveau des agents de la ruralité, puis tout le travail qui se fait de mobilisation, une activité comme aujourd'hui qui se répète régulièrement, ça illustre la capacité de Solidarité rurale d'être en situation de coproduction de la politique de la ruralité, y compris dans son évaluation. Tout ça, c'était possible parce qu'il y a eu participation. Là, j'arrive à mon sujet, la participation. Donc, dans le rapport entre l'instance décisionnelle, le gouvernement du Québec, le MAMRO, l'État, le rapport entre l'instance décisionnelle et les parties prenantes de cette politique publique, c'est-à-dire vous et les communautés concernées, on a assisté puis on assiste encore à une dynamique participative qui, à mon sens, est très productive. Il reste toujours qu'il y a un décideur. Il y a toujours un top. Le gouvernement du Québec, le MAMRO. C'est une politique publique. Il y a quelqu'un qui doit sanctionner puis prendre une décision. Puis il y a des acteurs qui sont visés par la politique publique, donc il y a un down. Il y a un top et un down, mais dans une dynamique qui fait de la place aux parties prenantes, aux acteurs concernés dans votre cas. Donc, le top, dans ce cas ici, a accepté, quelquefois sans doute sous représentation, sous pression peut-être, je ne connais pas tout, mais il reste que le niveau décisionnel a accepté de se laisser influencer dans la construction de cette politique publique. Si, dans cet exemple-là, vous êtes le down, quand vient le temps de déployer la politique de la ruralité et de convenir des pactes ruraux et des projets, etc., quand vient le temps de le faire, vous devenez le top par rapport à d'autres down. Je vais répéter ça, là. C'est une question d'examen, ça, l'évaluation, tantôt. Donc, par rapport à l'élaboration de la politique nationale de la ruralité, le décideur, c'est l'État. Les acteurs visés par la politique, c'est vous. Il y a eu une dynamique participative où il y a eu une influence constructive et positive sur le sens de cette politique-là, les modalités, les finalités, etc. Quand vient le temps d'appliquer ça en termes de projets à mettre en œuvre, de projets, de budget à octroyer, de déploiement de la politique au niveau des pactes ruraux, etc., là, vous devenez, vous, le top par rapport à un down, qui sont les partenaires socio-économiques, les citoyens, etc. C'est toujours plus facile au Québec de voir les dégâts que peut provoquer une position non participative, non inclusive d'un décideur quand on est, nous, dans le down. Quand on est visé par une politique publique, un programme qui nous touche, dans lequel on n'a pas été partie prenante, qu'on n'a pas été consulté, qu'on n'a pas pu influencer, ça nous saute aux yeux à quel point que ça aurait pu être meilleur, plus efficace, si on avait été dans le coup de l'élaboration de ce programme ou cette politique publique. Ça nous saute aux yeux. Mais quand vient le temps, nous, de jouer le rôle du top, et on est toujours le top d'un down. Toujours. Quand vient le temps de jouer ce rôle-là, on a tendance à reproduire ce qu'on a vertement critiqué et dont on était l'objet et la victime auparavant. On a tendance à reproduire ça, malheureusement. Donc,
Si la participation de Solidarité rurale et sa capacité d'influence a pu donner une meilleure politique publique de la ruralité, la participation des citoyens, des acteurs socio-économiques dans vos communautés vont donner de meilleurs projets de développement, vont donner de meilleures interventions dans le cadre du déploiement de cette politique-là à vos niveaux. C'est, comment dire, c'est proportionnellement là, tout à fait applicable comme relation. Et là, on ne parle pas de quelque chose de théorique, là. La participation, là, c'est pas pour être vertueux et gentil que c'est important, c'est pas pour ça. La participation des personnes concernées par des interventions publiques, par des décisions publiques, peu importe le niveau, et la participation des acteurs concernés, ça produit de meilleures politiques publiques, ça produit des interventions publiques ou privées dans le cadre des programmes de fondation, plus efficaces et donc de meilleures interventions. C'est pour ça que c'est important, la participation. Ce n'est pas pour répondre à une mode, c'est pour agir de manière plus efficace sur les enjeux collectifs et les problèmes auxquels on veut s'adresser, puis pas rester juste au niveau de problèmes et de difficultés, mais également d'être capable de s'attaquer aux aspirations, de soutenir les aspirations des personnes et des collectivités concernées par les interventions. Mais ça, je n'ai pas la prétention de vous l'apprendre, vous le savez déjà, parce que vous êtes des experts de la participation. Mais il y a des difficultés quand on veut déployer ça, hein? Il y a des difficultés parce que ça peut être vu des fois comme menaçant, la participation. Mais moi, je pense que la participation, ça n'enlève pas le pouvoir décisionnel, ça n'enlève pas le fait qu'au bout de la ligne, comme élu, comme gestionnaire de CLD ou d'une MRC, ou comme professionnel, comme agent de développement, ou comme vous avez le dernier mot, vous avez à sanctionner, à prendre une décision. Sauf que cette décision-là ne peut qu'être meilleure, à mon sens, si elle a fait de la place à la participation des personnes et des collectivités concernées. Elle ne peut qu'être meilleure, à mon sens. Mais il reste que c'est vous qui allez la prendre, la décision. Donc, la participation, ce n'est pas l'abandon de ses responsabilités comme élu, gestionnaire ou professionnel. C'est de faire de la place à une expertise, à des connaissances, à une capacité que les gens qui vivent les situations ont de mieux de les comprendre de leur point de vue, ces problèmes-là, et d'identifier les solutions les plus appropriées et de s'y engager par la suite. C'est ça qu'on met, je dirais, à contribution avec la participation et, à mon avis, on ne peut qu'être gagnant là-dedans. Mais pour ça, il faut pas être trop junior, dans le sens qu'il ne faut pas être insécure. Il faut être capable de penser que d'aller chercher le point de vue et la contribution de ces personnes-là concernées, de ces collectivités-là, c'est un processus sur lequel on ne connaît pas le résultat. On ne sait pas ce qu'ils vont dire par rapport à ce qui les concerne, quelles devraient être les priorités, quelles devraient être les solutions. On ne les connaît pas d'avance, parce qu'on les connaissait d'avance, ça ne donne rien de faire participer les gens. Mais il reste que ça ne peut qu'éclairer notre niveau de connaissance de ces enjeux-là et aider à une meilleure décision, mais la décision va toujours relever de vous. La participation, ça peut concerner citoyenne, ça peut concerner deux niveaux de citoyens. Il y a des citoyens qu'on peut qualifier d'organisés, c'est-à-dire ceux qui sont dans des associations, dans des organismes, etc. Donc ça, c'est un niveau important de participation. Donc, il faut faire participer ces organisations-là, communautaires, associatives, etc. Mais il y a aussi des citoyens qui ne sont pas organisés, puis pour lesquels il faut avoir une préoccupation de les mettre à contribution. Et ça, c'est exigeant en termes
je dirais, de moyens à déployer pour être capable d'avoir la participation des gens qui ne sont pas dans des organisations. Mais c'est deux contributions importantes. Et ça peut prendre différentes formes. Bon, il y a des endroits, par exemple, où, dans les villages, on a mis en place des comités de citoyens avec des organisations, des représentants des associations pour être capable de décider ensemble quelles seront les priorités, les enjeux et les projets retenus pour le village, dans le cadre pacte rural, etc. Donc là, on est dans une participation qui aide à prendre, je dirais, une meilleure décision publique par rapport au déploiement de la politique de la ruralité, des pactes ruraux, puis entre autres de l'engagement des sommes disponibles, etc. Et donc ça, c'est un niveau de participation à la prise de décision publique. Puis il y a l'autre niveau de participation dans la prise en main de l'action et de ce qui doit être fait dans le milieu pour changer les choses selon les aspirations des citoyens et des organisations dans le milieu. Ça, c'est le niveau de l'action, le niveau de la participation pour transformer le milieu. Ces deux niveaux-là sont importants, à mon sens, et l'implication dans l'action pour changer la réalité du milieu, ça exige évidemment d'être capable de mettre à contribution des personnes qui vivent les situations qu'on veut changer. Si on veut attirer de nouvelles familles dans nos villages et garder ces nouvelles familles, il faut être capable de travailler avec des nouvelles familles. On ne peut pas imaginer quelles seraient, je dirais, les aspirations, les besoins, puis qu'est-ce qui ferait du sens pour les nouvelles familles si on fait ça juste entre personnes qui habitons ce village-là depuis très, très longtemps. Il faut absolument mettre à contribution ceux qu'on vise par l'action pour qu'on fasse de meilleurs choix et que ça ait plus d'impact. Il y a différentes façons de le faire. Il faut être créatif pour aller favoriser une participation qui va nous nourrir, soit dans la prise de décision, soit dans l'action. Puis ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il y ait des gens absolument qui vivent, mettons, la situation, soit de l'extrême pauvreté ou des nouvelles familles, qui soient présents dans le comité, qui décident et qui mènent l'action. Il y a d'autres moyens pour aller chercher la participation. Il faut être créatif à ce niveau-là. Les moyens, on a parlé tantôt d'assemblée publique, par exemple, où il peut y avoir des focus groups, il y a toutes sortes de moyens maintenant où on peut mettre à contribution le point de vue, l'expertise des personnes qui vivent la situation pour nous aider dans l'action. Mais je le disais tantôt, ce n'est pas toujours facile, mais c'est certainement pas la participation, certainement pas de la consultation. Il y a une différence fondamentale. La consultation, c'est très utile, je ne dis pas que ce n'est pas important, là. Mais si on a élaboré une politique au niveau municipal, que ce soit une politique aînée, MADA, etc., ou famille, ou si on a élaboré un projet pour un milieu, on a élaboré ça entre nous, là, soit entre élus, soit au niveau des fonctionnaires, etc. On a élaboré le projet, là. Il se tient, là. C'est quelque chose qu'on pense qui est solide, qui est pertinent, qui est de qualité, qui est rigoureux. Puis là, on va le présenter à ceux qui sont visés par ça pour les consulter. Ça veut dire qu'on n'avait pas besoin. On n'avait pas besoin d'eux pour l'élaborer. On n'avait pas besoin. On le fait entre nous d'une manière qu'on a jugée suffisamment solide pour être capable de le présenter pour informer les gens concernés de ce qu'on a prévu faire pour répondre à leurs besoins. Évidemment, là, dans ce genre d'opération-là, quand on a vraiment quelque chose qui se tient, puis on y croit, là, on est certain là, que c'est de qualité, là, en général, là, les commentaires qu'on peut recevoir, les remises en question, etc., là, en général, ça passe mal. Parce que là, on a quelque chose de cané, là, on a quelque chose qui se tient, qui est solide, dont on est fier, on présente ça, puis là, on reçoit des commentaires, et il y a peu de place pour être capable de redéfinir les choses dans une opération comme celle-là. Alors que si on implique des personnes concernées d'une manière ou d'une autre, là, je dis encore, ce n'est pas nécessaire qu'ils soient présents physiquement, mais si
on prend les moyens d'avoir l'input, la contribution des milieux, des personnes concernées, des organisations, etc., dans l'élaboration de notre projet. Là, on est dans la participation, parce que là, on est dans la co-construction avec eux autres, et là, ce qu'on va éventuellement, je dirais, définir ensemble, à ce moment-là, à mon avis, ça va être certainement plus pertinent que si on le fait seulement entre nous. Et pour terminer, parce qu'on me dit ça en conclusion, oui. Pour qu'on puisse avancer sur la participation, comme vous le faites de manière si intéressante dans Solidarité rurale, il faut pas seulement voir les contraintes de la participation, mais évidemment tous les avantages que j'ai mentionnés tantôt, dont celui de mettre à contribution l'expertise et les compétences des personnes qui vivent les situations, donc les résidents, les citoyens, les personnes visées par les interventions, et voir dans l'engagement et la participation des communautés un résultat lui-même du développement et d'une politique intéressante de la ruralité. La participation, l'engagement en lui-même, c'est, je dirais, c'est quelque chose qui contribue nettement au développement des collectivités. Mais on peut voir évidemment confronté à certaines limites, là, c'est-à-dire, parmi celles que j'avais identifiées, la limite de dire, bon, mais c'est toujours les mêmes, mais ça, Mme Bolduc nous a dit quoi faire avec les chialeux, hein? Donc, ou la limite de ça va créer des attentes si on fait trop de participation. Mais en fait, faire de la participation, ça, en général, ça amène à l'implication et à l'engagement des personnes. Ce qui est exigeant par la suite, c'est de soutenir cette demande de participation et d'engagement. On peut dire également que ça va être trop long, ça va être une perte de temps, on n'a pas le temps. En fait, le principal obstacle à la participation, maintenant au Québec, c'est les délais trop courts entre le fait que là, il y a une décision qui est prise pour déployer une politique publique avec un budget qui vient avec, et le temps qu'on donne au milieu pour déposer le projet. Quand on dit on a 6 mois pour présenter un projet de développement d'un milieu, développement d'une communauté, quand on met des délais trop courts, c'est le principal obstacle à la participation, et c'est ça qui fait qu'on a souvent des interventions qui, malheureusement, ne sont pas à la hauteur des attentes, parce que là, on pressurise les processus, et ça se fait, je dirais, carrément, ça se fait au détriment de la qualité même des interventions qui sont visées par ça. Et le dernier problème important, et je termine là-dessus, qui est un obstacle pour les pratiques intéressantes de participation, c'est quand, finalement, on pense que, comme élus, décideurs, gestionnaires ou professionnels, nous sommes les experts des questions et c'est à nous à décider pour les personnes concernées. C'est le principal obstacle, parce que du côté des professionnels, des gestionnaires, entre autres, c'est comme ça que la formation, elle est donnée dans les milieux universitaires, entre autres. On forme des experts qui ont à faire le diagnostic des problèmes et à décider des solutions les plus appropriées et à les vendre ensuite, les solutions, aux personnes concernées et aux communautés. C'est ça qu'il faut transformer avec la participation pour que les professionnels, les gestionnaires concernés par ces différents programmes-là voient que leur expertise est complétée par celle des citoyens et des communautés qui vivent les problèmes et qui ne pourront jamais, je dirais, maîtriser cette expertise expérientielle comme les personnes qui vivent les problèmes peuvent le faire. Donc, je pense que c'est quelques mots sur la participation et ses impacts possibles pour produire de meilleures politiques publiques. Je vous le disais tantôt, je n'ai pas l'impression ou je dirais, je n'ai pas la prétention de vous apprendre des choses nouvelles là-dessus, mais ce que je veux vous laisser comme message, c'est que
vous êtes actuellement en train d'être, je dirais, les marqueurs au Québec d'une nouvelle façon de faire de l'action publique, une nouvelle façon de faire de l'action publique qui est basée sur autre chose qu'un rapport autoritaire et un rapport top-down envers les destinataires de cette action publique. Vous êtes en train de faire l'innovation dont on a besoin au Québec pour que le développement des communautés, et pas seulement en milieu rural, mais partout au Québec, se fasse par une prise en main collective du devenir des communautés, et je vous en félicite. Merci. Wow. Bravo. Super bon. Merci beaucoup.